Aux dernières nouvelles, l'univers ne serait âgé que de 9 ou 10 milliards d'années. Cette nouvelle a laissé les astronomes perplexes et ils se sont empressés de construire de nouveaux télescopes qu'ils pointent vers le ciel du pôle sud au désert d'Atacama. Il faut trouver de nouveaux emplacements pour des observatoires toujours plus grands sur les sommets volcaniques déjà encombrés des îles hawaïennes. Cette course au télescope survient au bon moment pour résoudre une nouvelle énigme. Les scientifiques s'accordaient pour dire que l'univers était vieux d'environ 15 milliards d'années. En 1994, de nouvelles observations le rajeunissent de 5 milliards d'années. Mais comment est-ce possible alors que des étoiles beaucoup plus vieilles ont déjà été observées? Ce n'est pas la première fois que l'homme a dû remettre en question ses connaissances sur l'univers. Les hindous avaient une vue naturaliste de l'univers. Leur monde était porté par 4 éléphants. Les éléphants étaient debout sur une tortue et la tortue nageait dans un océan de lait. Et un serpent géant entourait le tout. Une image incroyable, mais pas plus que les théories et observations de la cosmologie moderne. Il est difficile d'admettre que l'univers est né d'un grain minuscule, pas plus grand qu'un atome, à partir d'un cataclysme que nous avons baptisé le Big Bang. Une explosion d'énergie brûlante qui refroidit et se transforme en matière. Est-ce ainsi que les choses ont commencé? Des particules subatomiques s'assemblent par la gravité. La formation d'atomes simples comme l'hélium et l'oxygène. Des boules d'hydrogène qui grossissent et chauffent avec l'augmentation de leur gravité. La naissance des étoiles. Des amas de millions d'étoiles. Des galaxies de milliards d'étoiles. Notre propre galaxie, la Voie lactée, contient 200 milliards d'étoiles, et parmi celles-ci, le Soleil. Une étoile née d'une boule de gaz qui devient de plus en plus dense quand la gravité augmente. Les températures grimpent, la fusion nucléaire s'amorce et l'étoile commence à briller. En une réaction nucléaire continue, l'étoile convertit l'hydrogène en hélium. Sa force de gravité est la seule chose qui empêche une étoile d'exploser dans l'espace. Mais quand l'hydrogène diminue, l'étoile commence à grossir. Elle change de couleur et devient une géante rouge. Quand l'hydrogène a disparu, l'étoile convertit l'hélium en carbone, puis en des éléments plus lourds. Dans les plus grosses étoiles, quand le fer se forme, la gravité devient trop importante et le cœur s'effondre. L'étoile géante explose, c'est une supernova. Riches en éléments plus lourds, les débris s'éparpillent dans la galaxie. Un jour, ils permettront la formation de nouvelles étoiles. Une telle explosion a pu déclencher la naissance de notre étoile, le Soleil, entraînant l'effondrement d'un nuage de poussière et de gaz. Il y a plus de 5 milliards d'années,
la nébuleuse condensée contient tout ce qui va former le Soleil, les planètes et notre Terre. Tandis que le nuage s'effondre sous la force de la gravité, la pression augmente. Le centre devient de plus en plus chaud. Quand la température devient critique, des réactions nucléaires surviennent et le Soleil est une étoile. Notre Soleil est trop petit pour fabriquer les éléments les plus lourds. Donc, le fer indispensable à la vie de notre planète doit être importé à partir des débris d'une supernova. Aujourd'hui, le Soleil a atteint son âge mûr. Mais dans plus de 5 milliards d'années, son hydrogène aura disparu et notre étoile déclinera. Mais d'abord, il va grossir. Il va devenir de plus en plus rouge et de plus en plus gros. Les planètes Mercure et Vénus seront consumées. Les océans de la Terre se mettront à bouillir. Quand le Soleil sera devenu une géante rouge, il fera fondre les glaces de la lointaine Titan. La vie pourrait alors se développer sur ce satellite de Saturne. Mais le Soleil ne vivra plus longtemps. Son énergie épuisée, il s'éteindra et se recontractera lentement. Notre étoile est devenue un cadavre, une naine blanche, pas plus grande que la Terre. Enveloppée dans un linceul de débris solaires, une nébuleuse planétaire. En étudiant la couleur et l'intensité de la lumière des étoiles et comment elles se regroupent entre elles, les scientifiques peuvent parvenir à une compréhension de l'univers. Voici les étoiles de Oméga du Centaure. Elles forment un amas globulaire, l'un des nombreux qui se tiennent à l'extérieur du bulbe central de la Voie lactée. La lumière de ces étoiles révèle leur composition chimique. À partir de ces informations, les astronomes ont calculé que des amas globulaires contiennent les étoiles les plus anciennes de notre univers. Et ces amas nous ont permis de connaître notre place dans la Voie lactée. Le Soleil est à la périphérie. Il se trouve aux 2/3 du chemin allant du centre de notre galaxie vers l'extérieur. Une galaxie comme la nôtre a un grand disque d'étoiles vu de côté. La traînée noire est composée de poussière, d'où naissent les étoiles. Les étoiles les plus anciennes sont au centre. Les plus vieilles de toutes forment un halo autour du centre, ces amas globulaires. Les étoiles les plus récentes sont dans le contour bleu de notre galaxie. La galaxie vue de dessous. Une spirale serrée de milliards d'étoiles, toutes orbitant autour du centre galactique. Les objets qui tournent dans l'espace produisent des couleurs. C'est l'effet Doppler. Quand on l'applique à une galaxie, les étoiles qui se dirigent vers nous semblent bleues. Leur lumière est compressée. La lumière des étoiles qui s'éloignent est étirée. C'est grâce à l'effet Doppler que les astronomes ont imaginé que les galaxies tournaient. Dans le cas présent, il faut au Soleil 250 millions d'années pour faire un tour autour de l'orbite du centre galactique. Il existe des millions de galaxies spirales comme notre Voie lactée, le long des bras, des nuages roses de poussière et de gaz d'hydrogène où naissent les étoiles. Mais toutes les spirales ne sont pas aussi serrées. Voici une spirale barrée. Le centre est bien distinct. Les preuves s'accumulent que notre galaxie est une spirale barrée. Certaines galaxies n'ont pas de forme particulière. Les galaxies irrégulières, comme celle-ci,
ne semble pas donner naissance à de nouvelles étoiles, et elles sont souvent petites. Les plus grosses sont les galaxies elliptiques. Certaines ont la forme d'un ballon de football, d'autres d'un ballon de rugby. Elles grossissent en dévorant les galaxies plus petites qui s'approchent trop près. Ici, nous voyons une galaxie spirale avalée par une galaxie elliptique, du moins selon une théorie. Alpha du Centaure est au cœur d'un débat. Certains pensent que c'est une galaxie unique entourée d'un cercle de matière. D'autres pensent qu'il s'agit de deux galaxies liées. Un ordinateur reproduit une version. Les étoiles et les nuages de deux galaxies fusionnent pour former une seule entité. Cette fusion est indiscutable. Voici les antennes de la galaxie unies comme deux siamoises. En marche arrière, sur un superordinateur, il y a des milliards d'années, c'étaient des galaxies séparées. Personne ne sait laquelle, mais l'une de ces petites galaxies est passée à travers une galaxie plus grosse, une spirale. Comme lorsqu'on lance un caillou dans une mare, une vague de formation d'étoiles se propage. La grosse galaxie s'appelle justement la roue de Charrette. Les superordinateurs multiplient la puissance des télescopes pour l'étude des galaxies. Ils ajoutent les mathématiques de la gravité, du mouvement et de la masse aux informations recueillies par l'observation. Les calculs démontrent que notre galaxie a peut-être fusionné avec d'autres. Aujourd'hui, la Voie lactée ressemble à cela, une galaxie indépendante. Mais dans le ciel nocturne de l'hémisphère sud, et visible à l'œil nu, il existe deux galaxies voisines de la nôtre. Ce sont les nuages de Magellan. Observés de plus près, les deux nuages semblent perturbés. Les astronomes pensent que c'est dû à la proximité trop grande de la Voie lactée. Celui-ci, le petit nuage de Magellan, semble particulièrement troublé. Et dans le grand nuage, le contact avec la Voie lactée a pu déclencher la naissance d'une profusion d'étoiles. Les nuages de Magellan sont beaucoup plus petits que notre galaxie. Ce sont des galaxies satellites de la Voie lactée. Dans des milliards d'années, elles se rapprocheront peut-être à nouveau. Au-delà des nuages de Magellan, la galaxie la plus proche est Andromède. Dans les années 20, sa distance avait été calculée à 1 million d'années-lumière. Aujourd'hui, on pense qu'elle est 3 fois plus éloignée. C'est une indication de la marge d'erreur qui existe dans les mesures du cosmos. Mais, comme ces images prises par le télescope Hubble, notre vision est de plus en plus claire. Andromède a avalé au moins une autre galaxie. Malgré les grandes étendues vides, il n'est pas toujours facile d'avoir une vision claire. Parfois, une galaxie bloque la vue. Si elle est assez grande, elle agit comme une lentille déformante. Et c'est comme cela que, regardant à travers une galaxie, le télescope Hubble a vu un quasar distant comme une image multiple. Depuis la découverte de cette technique en 1912, les étoiles qui brillent et s'éteignent selon un cycle régulier ont servi pour mesurer les distances dans le cosmos. Ce sont des céphéides.
La période de pulsation d'une céphéide indique sa véritable brillance, sa luminosité. En chronométrant les variations de brillance, les astronomes déterminent sa luminosité. Plus la céphéide est loin, moins elle est brillante. La différence entre la brillance réelle et apparente de la céphéide révèle à quelle distance elle se trouve de la Terre. Les astronomes ont d'autres méthodes pour calculer la distance. Ils mesurent la luminosité d'amas d'étoiles. Et de nébuleuses planétaires, des anneaux de fumée cosmique, les débris d'étoiles mortes. Plus important, le flash d'une supernova permet de calculer des distances 100 fois plus éloignées que celles d'une céphéide. Edwin Hubble fut le premier à le dire. Plus loin, plus vite. Plus une galaxie est loin, plus elle recule vite. Plus sa lumière s'étend dans le rouge. Hubble est l'astronome américain qui a découvert en 1929 que l'univers était en expansion. Une preuve importante que tout a commencé avec un Big Bang et se déplace depuis vers l'extérieur. Les quasars sont les objets les plus distants que nous voyons dans l'univers. Leur lumière est la plus éloignée dans le rouge. Ce sont d'intenses concentrations d'énergie, si brillantes qu'elles sont visibles de très loin. Des pulsars sont peut-être les cœurs des galaxies lointaines. Au centre de ces galaxies, de gigantesques trous noirs libèrent des jets d'énergie tandis qu'ils dévorent des étoiles. Au début de 1994, le télescope Hubble a enregistré ce quasar, distant de 12 milliards d'années-lumière. Il semble avaler une galaxie tout entière. Plus tard, en 1994, Hubble a observé la galaxie spirale, M100. Ce qu'il a vu a semé la confusion parmi les astronomes. Au cœur de M100 battent les pulsations d'une céphéide. Les astronomes en déduisent que M100 n'est qu'à 50 millions d'années-lumière, beaucoup plus près qu'ils ne le pensaient. Cette distance et la quantité de lumière de la galaxie qui s'est décalée vers le rouge suggèrent que l'expansion de l'univers est 2 fois plus rapide que nous le pensions. Si cela est vrai, l'univers n'est âgé que de 9 ou 10 milliards d'années, et non 15 comme nous le pensions. Il est possible que le déplacement de M100 dans l'espace soit accéléré par des galaxies voisines. Seule l'observation des céphéides dans des galaxies encore plus lointaines aideront les astronomes à résoudre cette énigme. Pourquoi une énigme? Parce que la chimie des plus anciennes étoiles et amas globulaires indique qu'ils sont âgés de 13 à 15 milliards d'années. C'est trop vieux pour un univers qui est né il y a 9 milliards d'années. Un univers plus jeune ne permet pas une évolution cosmique telle que nous la connaissons. Il ne donne pas aux anciennes super-étoiles le temps de compléter leur cycle de vie et de donner naissance à de jeunes étoiles comme le Soleil. Le dilemme de l'astronomie, c'est que même les mesures les plus modernes de l'univers ont une marge d'erreur de 30%. Afin de déterminer l'âge de l'univers, les observateurs doivent estimer la distance du nombre le plus grand de galaxies et en utilisant autant de moyens que possible. Ils doivent bâtir une image tridimensionnelle de l'univers. C'est une tâche immense, car il y a des milliards de galaxies. Ici, au télescope Schmidt en Australie, les scientifiques ont accéléré le travail en calibrant la position des capteurs optiques à partir d'une photo d'une lointaine région du cosmos. Ils sont fixés sur des endroits où des galaxies ont été enregistrées sur la photo d'origine. Chaque capteur détectera la brillance et les couleurs d'une galaxie particulière.
Le calibrage est alors chargé dans le télescope qui a servi à prendre la photo d'origine. Le télescope est pointé exactement vers le secteur du ciel qui a été photographié. La précision est d'une importance vitale. Chaque capteur doit capter uniquement la lumière de la galaxie qui lui est assignée. La lumière de centaines de galaxies est enregistrée en une seule exposition, un travail qui prenait auparavant des mois. La distance et le décalage vers le rouge de chaque galaxie sont enregistrés dans un ordinateur. Il les reproduit comme un segment de l'univers, une tranche de temps et d'espace, un morceau du puzzle cosmique. Lentement, morceau par morceau, une image globale apparaît. Nous savons déjà que des milliards de galaxies sont enfilées comme des perles de fumée à travers les vides de l'univers. Mais nous ne savons pas pourquoi. Des télescopes de plus en plus sophistiqués seront capables de fouiller plus loin dans l'espace et dans le passé. Ce télescope, au Chili, sera le plus grand télescope au monde. Il se compose de 4 instruments optiques formant un œil unique de plus de 15 mètres de diamètre, braqué sur le cosmos. Il permettra peut-être de déterminer l'âge de l'univers, mais il ne verra pas le Big Bang. L'univers avait au moins 300 000 ans avant qu'il ne devienne transparent et que les premiers rayons lumineux ne puissent voyager à travers l'espace. Mais il y a d'autres moyens de détecter l'aube de l'univers. Les rayonnements micro-ondes du fond cosmique sont un écho du Big Bang lui-même. Le vaisseau spatial Kobe a découvert des irrégularités dans le fond micro-ondes qui pourraient être les graines de la structure de l'univers à sa naissance. Et au pôle sud, des astronomes viennent étudier le cosmos primitif dans l'infrarouge proche. Voici un télescope infrarouge. Il marche merveilleusement bien ici, car l'atmosphère y est claire et sèche. La vapeur d'eau absorbe l'infrarouge. Au pôle sud, l'humidité est gelée en permanence. C'est ici que des observateurs collectent les données infrarouges venant de l'espace. Ils espèrent ainsi avoir la preuve des premiers signes de la structure cosmique tout de suite après le Big Bang. Quelle que soit l'origine du Big Bang, les scientifiques pensent qu'un grain pas plus grand qu'un atome a donné naissance à la matière. Et de cette matière est née une abondance d'étoiles. Des étoiles qui ont brillé et explosé. Des étoiles qui ont semé les éléments de la vie dans l'univers. Des étoiles qui se sont rassemblées en galaxies. Des étoiles qui ont donné naissance aux planètes. Et sur l'une de ces planètes, des créatures ont évolué, qui tentent aujourd'hui de savoir comment tout cela a commencé.